Bien, bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, j'aimerais vous adresser de tout cœur tous mes vœux les meilleurs possibles pour 2014, en attendant l'entrée dans la nouvelle année chinoise du cheval, qui sera dans 2 semaines. Je dois dire que pour ma part, je laisse l'année 2013 derrière moi sans regret. Alors, comme vous le savez, nous sommes partis cette année sur la question le confucianisme est-il un humanisme? Question qui parodie celle ô combien célèbre de Sartre, l'existentialisme est-il un humanisme, daté donc de 1945, c'est-à-dire très littéralement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte de la recherche d'un renouveau de l'humanisme européen, mis à mal, voire totalement détruit par les conflits mondiaux et les génocides à grande échelle du XXe siècle. Nous avons cherché à voir comment cette notion d'humanisme, si étroitement et éminemment associée à l'histoire européenne, on pourrait même dire au destin de l'Europe, notamment par référence au moment de la Renaissance. Donc comment cette notion d'humanisme a pu se trouver appliquée à des civilisations non européennes. Et c'est ainsi que nous avons pu constater que cette qualification d'humanisme a été appliquée en particulier au bouddhisme indien dès les années 1920 par le grand indianiste français Sylvain Lévy, dont vous avez le nom en haut de la diapositive ici, qui, je vous le rappelle, a été élu au Collège de France en 1894 sur la chaire langue et littérature sanscrite. Sylvain Lévy, qui a été proche du tout aussi grand sinologue Édouard Chavannes. Et rappelons que Sylvain Lévy, donc indianiste, a compté parmi ses élèves d'autres éminents sinologues, également professeurs au Collège de France, comme Paul Pelliot et plus tard Paul de Miéville. Or, c'est précisément du fait de ma participation à un colloque ayant trait au bouddhisme indien que le cours ne reprend qu'aujourd'hui, ce dont je vous prie encore une fois de bien vouloir m'excuser, mais c'était en quelque sorte pour la bonne cause. La semaine dernière, je participais en effet à un colloque international en Inde, près du site de l'ancienne université bouddhique de Nalanda, dont vous avez le nom ici sur la diapositive, qui est située dans l'actuel État du Bihar, au nord-est de l'Inde, c'est-à-dire donc un État limitrophe du Népal. Et au-delà, bien sûr, nous avons la Chine. Alors, Nalanda a été, pendant près de 800 ans, du 5e au 12e siècle, le plus grand centre d'études bouddhiques de toute l'Asie et a vu passer donc des moines de tout le monde bouddhisé, si on peut employer cette expression, notamment donc des moines chinois
dont les plus connus sont ceux dont vous avez les noms au milieu de la diapositive, à savoir Fa Xian au 5e siècle et bien sûr le très fameux Xuanzang, donc au 7e siècle. Donc Fa Xian a laissé donc un ouvrage intitulé donc en chinois le Fuoguoji, qui a été retraduit de manière excellente par notre collègue de l'École pratique des hautes études, Jean-Pierre Drège, tout dernièrement, sous le titre de Mémoire sur les pays bouddhiques, et qui donc relate l'expédition donc de Fa Xian avec quelques-uns de ses compagnons donc au tout début du 5e siècle, pendant à peu près 13 ans, entre 399 et 412. Donc il est parti de Chine, de la capitale de l'époque, Chang'an, et a fait tout un périple en Inde, dont je vais vous montrer la carte tout de suite. Ici, vous voyez un petit peu le périple de Fa Xian en Inde, d'abord par la voie de terre, en passant donc par cet endroit, la définition n'est pas très bonne, mais vous pouvez peut-être voir sur la carte le nom de, j'essaye de retrouver la flèche, ici de Pataliputra, qui est l'ancien nom de l'actuel Patna, Patna qui est actuellement la capitale de cet état du Bihar, près de laquelle je me trouvais en colloque. Alors, cette traduction du Mémoire sur les pays bouddhiques par Jean-Pierre Drège, que je vous montre ici, et qui a été publiée dans la collection bleue, Bibliothèque chinoise, des éditions des Belles Lettres, cette collection de textes en chinois classique publiée avec la traduction annotée en français en vis-à-vis. Cette nouvelle traduction sera présentée ce soir même à 18h sur le site Cardinal Lemoine du Collège de France, à 10 minutes à pied d'ici, et vous êtes bien entendu tous les bienvenus. Alors, cette expédition de Fa Xian, comme je le disais, a été suivie quelques siècles plus tard par celle de Xuanzang, donc au 7e siècle, dont voici donc le périple qui, lui, s'est déroulé de manière uniquement terrestre. Vous voyez que Fa Xian, lui, a choisi de revenir par la voie de mer, en passant par l'île de Ceylan et ensuite par l'archipel indonésien, et ensuite remonter donc le long des côtes chinoises jusqu'au nord de la Chine, alors que Xuanzang donc a choisi de faire toute la route de manière terrestre. Et sur cette carte du périple de Xuanzang, qui a été relatée dans son Tatrang Xi Yuji, c'est-à-dire donc le récit sur les contrées de l'Ouest sous la grande dynastie des Tang. Donc cette carte vous montre exactement la situation de Nalanda, donc à côté de Patna. J'essaye toujours de retrouver la flèche qui m'échappe. Bien. Donc, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le gouvernement indien a pris l'initiative de ranimer Nalanda sous la forme d'une université moderne, accueillant très largement des étudiants du monde entier
et une très grande diversité de disciplines universitaires. Et ce projet, on peut dire titanesque, est tout à fait représentatif d'un monde désormais globalisé, a été placé sous l'autorité d'Amartya Sen, qui, comme vous le savez, a été récipiendaire donc indien du prix Nobel d'économie en 1998. Et le colloque auquel je participais la semaine dernière était le tout premier à être organisé à l'échelle internationale, et on pourrait dire mondiale, par cette nouvelle université de Nalanda, puisqu'il a rassemblé des chercheurs indiens, bien sûr, avec d'autres venus d'Europe, d'Amérique, d'Asie et aussi d'Australie. Et on pourrait dire que ce colloque a été un petit peu à l'image de cette ancienne université de Nalanda qui rassemblait des moines bouddhistes convergents à Nalanda et qui, au demeurant, y viennent toujours en pèlerinage à partir de toute l'Asie. Et donc là, je vous montre simplement rapidement quelques photos du site maintenant en ruine de l'ancienne université, mais qui vous montre quand même à quelle échelle elle se trouvait. C'est vraiment quand même assez impressionnant. On peut voir que cette université pouvait accueillir vraiment des milliers donc, de moines. Et comme vous voyez, vous en avez encore qui viennent sur les lieux donc, en pèlerinage. Et vous avez, non loin donc, du site de ces ruines, également un bâtiment qui a été construit donc, à la mémoire du passage du moine chinois du début des Tang, donc Xuanzang, dont je viens de parler, qui a été construit donc, au nom de l'amitié sino-indienne. Vous avez donc une vue d'ensemble du site avec au premier plan donc, une statue du moine pèlerin, dont vous avez ici une représentation plus ancienne. On le voit donc avec portant sur le dos justement les sutras donc qu'il a pu rapporter de l'Inde et qu'il a entrepris donc de traduire en chinois. On peut dire que Xuanzang est vraiment un des plus grands traducteurs donc de sutras bouddhiques indiens donc en chinois. Vous avez ici une autre représentation possible. Donc, ce projet de nouvelle Nalanda, bien que résolument et explicitement dépourvu de caractère religieux, apparaît ainsi conforme à l'idée que se faisait Sylvain Lévy dans les années 1920 de la dimension universelle et humaniste du bouddhisme indien. Or, c'est précisément le caractère problématique de l'implantation d'une université du futur, c'est-à-dire non confessionnelle et axée sur des problèmes de notre monde tout à fait actuel. En l'occurrence, il s'agit avant tout de la préservation du patrimoine, mais aussi de l'environnement. Donc, le caractère problématique de cette implantation d'une université non confessionnelle sur le site d'un ancien centre bouddhique, donc éminemment religieux, qui a fait l'objet de très nombreuses et passionnantes, je dois dire, discussions au cours de ce colloque de la semaine dernière. Et ces discussions étaient d'autant plus intéressantes pour moi que la problématique se présente en contexte indien dans des termes très différents du contexte chinois, ce qui crée donc un contraste tout à fait intéressant et éclairant. Alors, relativement parlant, et j'insiste sur la relativité donc de cette comparaison, le contexte indien
est encore, comme chacun sait, très fortement imprégné d'esprit religieux. Beaucoup de cultes religieux sont encore parfaitement vivants en Inde. Donc contexte par rapport auquel la Chine apparaît comme étant passée par un processus de sécularisation qu'on pourrait qualifier de forcé et même forcené. Donc processus de sécularisation qui est à l'œuvre depuis au moins un siècle, puisqu'il remonte au moins au début du XXe siècle et n'a fait que se radicaliser encore davantage dans la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment pendant la période maoïste, avec évidemment une sorte de culmination on pourrait dire, de violence physique et matérielle pendant la révolution culturelle des années 1960 et 70. Or, comme nous l'avons constaté la dernière fois, c'est précisément dans ces années 1960-70 que la qualification d'humanisme a commencé à être appliquée au confucianisme très explicitement par des universitaires sino-américains dont nous avons mentionné les noms la dernière fois, comme Chan Win-sit, dont vous avez le nom en bas de la diapositive, et suivi de Tu Weiming, tout en bas. Alors, je rappelais la dernière fois que pour Chan Win-sit, qui est l'auteur de ce manuel en anglais intitulé A Source Book in Chinese Philosophy, c'est-à-dire donc une sorte d'histoire de la philosophie chinoise par les textes, qui date de 1963 et qui consacre son chapitre 2 à ce qu'il intitule lui-même The Humanism of Confucius, donc l'humanisme de Confucius. Pour Chan Win-sit, donc, s'il fallait trouver un mot et un seul pour caractériser toute l'histoire de la philosophie chinoise, ce serait bien le mot humanisme. Et pour lui, donc, cette caractérisation d'humanisme trouve son summum dans l'enseignement de Confucius. Quant à son cadet, on peut dire Tu Weiming, c'est un véritable prophète du confucianisme de la troisième ère, pour reprendre ses propres termes. J'ai même été amenée à parler d'une sorte de télévangéliste à l'américaine, de ce confucianisme de la troisième ère. Tu Weiming, en effet, est très engagé dans les dialogues interreligieux où il représente le confucianisme face à des prêtres ou des théologiens catholiques ou protestants, des rabbins, des imams, des moines bouddhistes, etc., etc. C'est tout à fait patent dans l'ouvrage que je citais en dernier lieu la dernière fois, donc cet ouvrage co-signé par Tu Weiming et le japonais donc Ikeda Daisaku, qui s'intitule en anglais New Horizons in Eastern Humanism, Buddhism, Confucianism and the Quest for Global Peace, qui a été donc publié à Londres et à New York en 2011 et dont on peut traduire le titre en français de cette manière: Nouveaux horizons dans l'humanisme oriental, le bouddhisme, le confucianisme et la quête d'une paix globale. Alors, un titre comme celui-ci, présenté donc par un universitaire
comme Tu Heming, soulève donc la question, est-ce à dire que le confucianisme est à considérer comme une religion? Et dans ce cas, il faut se demander comment quelqu'un comme Tu Heming, qui encore une fois est un universitaire, donc un laïc, peut parcourir le monde en tous sens, à la fois en se présentant comme porte-parole du confucianisme, pris, si on l'a bien compris, comme religion, et en proclamant en même temps que le confucianisme est un humanisme. Autrement dit, donc, poser la question le confucianisme est-il un humanisme implique inévitablement cette autre question, le confucianisme est-il à prendre comme une religion, au même titre, par exemple, que le bouddhisme? Et dans ce cas, dans quel sens le confucianisme peut-il être en même temps un humanisme? Donc tout ça, évidemment, c'est éminemment problématique. Et en outre, si humanisme implique universalité, en quoi l'humanisme confucéen peut-il prétendre à l'universalité au sens où on l'entend des religions à vocation universaliste comme le christianisme, l'islam ou le bouddhisme, qui sont donc les interlocuteurs de quelqu'un comme Tu Heming. Alors cette question, ou plutôt ces questions, impliquent donc l'éternelle et sempiternelle question que nous ruminons depuis au moins 2 siècles, de savoir si le confucianisme est à ranger dans la catégorie de philosophie ou bien dans celle de religion. Alors, c'est une question qui remonte à ce que j'ai appelé dans un cours précédent la première mondialisation de Confucius à travers donc la médiation des jésuites à partir du début du XVIIe siècle. Si vous vous en souvenez, dans le cours de l'année 2009-2010, j'avais retracé donc les tribulations de Confucius et de son enseignement, que on a déplacé en quelque sorte comme des pions sur l'échiquier de la géographie intellectuelle européenne des XVIIIe, XIXe siècles. Confucius est ainsi passé tour à tour du philosophe rationaliste des Lumières de la première moitié du XVIIIe siècle au rôle de représentant d'une religion dans l'Europe du XIXe siècle. Je vous rappelle que en 1687, donc nous sommes à la toute fin du XVIIe siècle, paraît donc la traduction monumentale d'un groupe de jésuites européens qui se sont, qui ont joint leurs efforts pour donner en traduction latine des pans entiers donc du corpus canonique confucéen et qu'ils ont intitulé donc Confucius Sinarum Philosophus, c'est-à-dire Confucius, le philosophe des Chinois. Donc on peut dire qu'à la fin du XVIIe et pendant tout le XVIIIe siècle, Confucius apparaît aux élites européennes comme un philosophe, au même titre donc que les philosophes de la tradition gréco-latine.
Et nous avons constaté donc ce tournant tout à fait spectaculaire qui se joue en réalité en quelques décennies à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe en Europe, où soudainement donc on passe de la sinomania, de la sinophilie du XVIIIe à une sorte de sinophobia, une sinophobie du XIXe en Europe, puisque entre-temps donc l'Europe a décidé et presque décrété que l'identité intellectuelle européenne allait désormais se constituer autour de ses origines grecques et autour donc de cette nouvelle catégorie de la philosophie, entendue désormais comme activité professionnelle et institutionnelle menée dans le nouveau cadre institutionnel des universités européennes modernes. Donc je vous renvoie là au cours d'il y a 4 ans que vous pouvez encore regarder et télécharger donc en ligne sur le site du Collège de France. Donc il y a au XIXe siècle ce processus qui se joue donc essentiellement entre l'Allemagne où sévit évidemment le grand Hegel et la France où professe l'un des porte-paroles principaux de Hegel en France, à savoir Victor Cousin. Donc dans ce processus de constitution d'une identification européenne, on en revient donc à cette origine grecque et donc à cette philosophie qui ne peut être que d'origine grecque, et c'est une vulgate qui a été donc colportée enfin, dans tous les cours de philosophie que nous avons également connus. La philosophie commence en Grèce, et donc se constitue dans cette géographie intellectuelle européenne du XIXe siècle une sorte de domaine réservé dont la Chine se trouve du coup doublement exclue, ce qui produit, elle est exclue à la fois évidemment de l'origine grecque et du domaine de la philosophie, ce qui produit donc un double effet. Alors le premier effet, c'est l'invention, puisqu'on ne sait plus où caser la Chine, c'est l'invention donc d'une nouvelle discipline académique et universitaire, à savoir donc la sinologie, c'est-à-dire donc la science de la Chine, donc une science tout à fait spécifique à un domaine civilisationnel particulier. Et cette sinologie prend naissance de manière institutionnelle, ici même au Collège de France, en 1814, avec la création de la toute première chaire en Europe consacrée aux études chinoises et attribuée donc à Jean-Pierre Abel Rémusat. Et cet événement sera donc dignement célébré en juin prochain, le bicentenaire donc de cet événement sera célébré sous la forme d'un grand colloque international sur 3 journées, entre le 11 et le 13 juin 2014, ici au Collège de France, intitulé donc 2 siècles d'échanges entre la sinologie française et la Chine, colloque franco-chinois en l'honneur du bicentenaire de la chaire de Jean-Pierre Abel Rémusat au Collège de France. Et je rappelle également en passant que 1814 a également connu, toujours au Collège de France, la création aussi de la toute première chaire en France consacrée aux études sanskrites, aux études indiennes. Alors, donc vous voyez un petit peu le lien qu'il y a d'emblée en France, en tout cas, entre 2 domaines consacrés à 2 grandes civilisations,
donc l'Inde et la Chine, et on peut dire que la sinologie et l'indologie ont connu donc des destins tout à fait conjoints, donc jusqu'à une date relativement récente en France. Alors l'autre effet de l'exclusion donc de la Chine de la catégorie philosophie a été donc la relégation du confucianisme dans la catégorie religion. Si vous regardez par exemple le dictionnaire des sciences philosophiques, donc la géographie intellectuelle européenne élève la philosophie donc au rang de science. Ce dictionnaire des sciences philosophiques, dirigé par Adolphe Frank, qui paraît en 6 livraisons de 1844 à 1852, consacre donc un article à la philosophie grecque qui a été rédigé par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, qui a vécu de 1805 à 1895 et qui a été professeur aussi au Collège de France entre 1838 et 1852 comme titulaire d'une chaire de philosophie grecque et latine. Donc ce Jules Barthélemy Saint-Hilaire écrit ceci, je cite, « Ce qui distingue particulièrement la philosophie grecque de toutes les autres, c'est qu'elle n'invoque aucune autorité antérieure ou surnaturelle. Si en Chine, on n'invoque pas positivement l'autorité de la révélation, on veut du moins rester fidèle aux coutumes et aux croyances des ancêtres. » Ici, Jules Barthélemy Saint-Hilaire reste, comment dire, tout à fait conforme à ce qu'il a lu donc chez les jésuites. Et il continue dans ces termes, « Le philosophe le plus renommé de ce pays, celui dont la doctrine est encore suivie aujourd'hui par la partie la plus éclairée de cet immense empire, Confucius, n'a voulu être que le restaurateur et l'interprète de la tradition. Et quand on songe aux honneurs singuliers qui entourent sa mémoire, on est plutôt tenté de voir en lui le fondateur d'une religion que le chef d'une école philosophique. » Fin de citation. Donc ici, je crois qu'on ne peut pas tellement être plus clair sur le fait qu'on est passé donc du Confucius rationaliste et philosophe des Lumières françaises des XVIIe et XVIIIe siècles au confucianisme considéré comme religion. Et c'est, comment dire, une classification qui va recevoir donc une sanction, pour le coup, scientifique par les spécialistes d'une nouvelle discipline qu'on a intitulée donc les religions comparées, une nouvelle discipline qui se développe avant tout dans les milieux universitaires anglais dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, j'ai parlé jusqu'à maintenant de confucianisme, en reprenant ce isme, mais je crois qu'il est temps de rappeler ici que ce isme ne correspond à rien donc dans la terminologie chinoise. S'il fallait donc retraduire en chinois ce confucianisme, il faudrait parler donc de Kongzi Zhuyi ou de Kongfuzi Zhuyi. Et en reprenant justement cette
latinisation donc du nom de Confucius, enfin de l'appellation chinoise de Confucius, qui est Kongfuzi, et qui a été donc latinisé par les jésuites sous le nom de Confucius. Donc si nous voulions retraduire confucianisme en chinois, il faudrait parler de Kongfuzi-zhuyi. Or, ce terme n'existe pas en chinois, ou il faudrait l'inventer. Et donc, nous partons déjà en fait d'un terme qui est lui-même une sorte d'invention, un néologisme inventé par cette discipline nouvelle au XIXe siècle des religions comparées. Et comme l'a très justement observé le spécialiste actuel de religion comparée, Guy Strumza, auteur d'un ouvrage intitulé en anglais A New Science, The Discovery of Religion in the Age of Reason, paru aux presses universitaires de Harvard en 2010. Donc, c'est un titre qu'on peut traduire par Une nouvelle science, et le sous-titre, c'est La découverte de la religion à l'âge de la raison. Donc, Strumza parle de la construction historique justement de cette nouvelle discipline qui érige donc les religions comparées donc en nouvelles sciences. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, on pourrait dire que seule la philosophie bénéficie justement de cette qualification scientifique, et c'est seulement donc en milieu anglais et anglophone, à partir de la moitié du XIXe siècle, qu'on commence à attribuer justement cette qualification de scientificité donc à une nouvelle science des religions. Alors, Guy Strumza donc rappelle que la stratégie d'accommodation des jésuites en Chine représente un très profond paradoxe, paradoxe que nous avions nous-mêmes souligné dans le cours d'il y a 4 ans. Alors, ce paradoxe consiste en ceci, c'est en voulant convertir les Chinois à la fois catholiques de la contre-réforme que les jésuites ont été amenés à, en réalité, dénier tout caractère religieux au culte des Chinois que les jésuites ont qualifié de purement civil. Alors pourquoi cette stratégie? C'est précisément, disons, en argumentant justement, enfin en arguant du fait que les cultes aux ancêtres chinois étaient des cultes purement civils et non pas religieux, que les jésuites ont pu justement montrer que les Chinois étaient parfaitement ouverts justement à la croyance en un Dieu unique, qui était finalement la seule chose qui manquait en fait à l'édifice du culte des ancêtres. Alors, en particulier, les cultes qualifiés par les jésuites d'officiels et de civils rendus à Confucius et le culte aux ancêtres, qui ont été l'objet de la fameuse querelle des rites, qui a fait rage donc autour des années 1700, et qui se solde dans les années 1720-1730 par l'expulsion de nombre de missionnaires catholiques. Donc cette querelle des rites a eu pour effet de laisser la place à une nouvelle vague de missionnaires, cette fois en majorité protestants et anglophones, donc à partir du début du XIXe siècle. Et ce sont donc ces missionnaires, cette fois donc protestants et anglophones, qui ont fait ressurgir, mais sous une autre forme, la querelle des rites et des termes.
Alors, sur cette querelle des termes, je vais revenir tout de suite, mais nous avons donc, sous l'impulsion justement de ces dans cette nouvelle vague de missionnaires protestants, donc une résurgence justement des débats autour donc de Confucius. Donc, nous venons de rappeler que le nom latinisé de Confucius a été une invention donc des jésuites au XVIIe, XVIIIe siècle, mais selon le Oxford English Dictionary, c'est-à-dire donc le dictionnaire d'Oxford qui fait autorité sur la langue anglaise, le qualificatif en anglais de Confucian, c'est-à-dire de confucéen ou confucianiste, daterait des années 1840, et le terme anglais Confucianism, c'est-à-dire confucianisme, donc le isme, apparaît pour la première fois en 1862. Et le Oxford English Dictionary cite un certain Patterson qui nous dit dans cette phrase: Confucianism, the state and national creed, ignores idol worship altogether. C'est-à-dire donc le confucianisme, qui est en Chine la croyance nationale d'État, ne reconnaît aucune forme de culte idolâtre. Donc ici, ce Patterson semble reprendre l'idée des jésuites, donc que les cultes officiels chinois sont des cultes purement civils et n'ont rien d'idolâtre, c'est-à-dire de religieux. Alors, l'introduction de ce néologisme, confucianisme, dans la terminologie des religions du monde est lié très étroitement donc au nom du missionnaire, non pas anglais mais écossais, congrégationaliste James Legge, dont j'ai eu l'occasion de citer plusieurs fois le nom, et encore récemment, qui a vécu, donc vous avez son nom en haut de la diapositive ici, donc qui a vécu entre 1815 et 1897 et qui a passé donc 34 années de sa vie en Chine. C'est donc un peu comme les jésuites, également un homme de terrain, et qui, à son retour au Royaume-Uni, est devenu le premier professeur en chinois à l'université d'Oxford en 1876. Et donc, il vient tout juste d'être nommé quand, en 1877, donc l'année suivante, Legge utilise le terme Confucianism pour la première fois pour faire référence à une religion. Et il fait ceci dans un exposé qui est destiné donc à un congrès de missionnaires, un grand rassemblement de tous les missionnaires protestants, c'est-à-dire donc anglais et américains pour la plupart, qui sont de plus en plus nombreux en Chine, comme je viens de le dire, au XIXe siècle. Alors, ce congrès se tient à Shanghai, donc le 11 mai 1877. Et James Legge envoie donc le texte d'un exposé, puisque lui-même ne peut pas y aller, il ne peut pas y assister, il est à Oxford à ce moment-là, donc l'exposé est lu en son absence. Et cet exposé est intitulé en anglais donc Confucianism in relation to Christianity, c'est-à-dire donc le confucianisme dans sa relation au christianisme. Donc, pour la première fois, le confucianisme est ici clairement désigné comme une religion qui fait face à part égale donc, au christianisme. Il faut dire tout de suite que Legge affirme dans cet exposé sa conviction selon laquelle donc le Shangdi,
dont vous avez donc les caractères chinois ici sur la diapositive, qu'on peut traduire par le souverain suprême ou le théarque d'en haut. Ce Shangdi dont il est question dans les sources chinoises anciennes et que Legge traduit sans embâge par God, Dieu, et à l'inverse, donc la Bible en chinois traduit God par Shangdi. Donc ce Shangdi est bien le même et unique Dieu que celui des chrétiens. Mais cette prise de position suscite donc un tollé général, presque en fait une émeute, à ce congrès de Shanghai de 1877. Alors en l'absence de Legge, mais enfin disons que sa simple lecture donc a eu le don de provoquer quasiment une émeute, notamment donc auprès des missionnaires américains, qui, comme on le sait, sont encore plus radicaux donc, que les protestants britanniques. Donc, alors, je rappelle que la querelle des termes que je rappelais tout à l'heure, donc qui accompagne la querelle des rites, remonte au tournant des XVIIe, XVIIIe siècles. Je disais tout à l'heure qu'elle faisait rage aux alentours des années 1700, et cette querelle des rites et des termes tourne en particulier autour de la question de savoir s'il existe en Chine ancienne un équivalent du Dieu unique des chrétiens. Alors, c'est une question qui a déjà été traitée dans l'ouvrage rédigé directement en chinois par le grand jésuite italien Matteo Ricci, qui s'intitule donc le Tianzhu Shi. J'ai omis de vous donner le titre en chinois sur la diapositive, et qui a été retraduit récemment en français sous le titre Le sens réel de Seigneur du ciel, Tianzhu. Donc traduction qui est due par Thierry Ménard, lui-même jésuite, dans la collection, cette même collection bleue de la bibliothèque chinoise, donc avec le texte en chinois en vis-à-vis, donc aux éditions des Belles Lettres. Alors, après donc cette sensation suscitée par son exposé de 1877, James Legge, quelques années plus tard, en 1880, persiste et signe dans un ouvrage qu'il intitule en anglais The Religions of China, Confucianism and Taoism, Described and Compared with Christianity. Donc les religions de la Chine, le confucianisme et le taoïsme décrits et comparés avec le christianisme. Donc ouvrage paru en 1880 à Londres. Et dans cet ouvrage, James Legge dit ceci, je cite, I use the term Confucianism as covering, first of all, the ancient religion of China, and then the views of the great philosopher himself. In illustration or modification of it, his views as committed to writing by himself or transmitted in the narrative of his disciples. The case is pretty much as when we comprehend under Christianity the records and teachings of the Old Testament as well as those of the New. Je traduis, j'utilise le terme confucianisme en tant qu'il recouvre tout d'abord la religion ancienne de la Chine, puis les vues du grand philosophe lui-même, alors Legge parle de Confucius bien évidemment, ces vues qui visent à l'illustrer ou à la modifier. Donc il parle de la religion ancienne. Ces vues telles que Confucius les a consignées par écrit lui-même ou telles qu'elles ont été transmises
dans le récit de ses disciples. Il y a là quelque chose de tout à fait comparable à ce que nous faisons quand nous englobons dans le christianisme les paroles et enseignements de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau Testament. Donc, au moment où James Legge est professeur en chinois à Oxford, il a été nommé donc en 1876, il fait la connaissance de quelqu'un de très important donc, pour le contexte qui nous intéresse, la connaissance de Friedrich Maximilian Müller, plus connu sous le nom de Max Müller, qui a, vous avez son nom donc au milieu de la diapositive, qui a vécu entre 1823 et 1900. Alors, ce Max Müller est né en Allemagne, donc en 1823. Il a été formé à l'université de Leipzig, où il étudie donc le grec, le latin et la philosophie, notamment celle de Hegel, donc difficilement comment dire, évitable, si je peux dire, dans les universités allemandes des années 1820. Puis, il étudie à Berlin sous la direction de Schelling, qui le pousse donc à s'intéresser à la littérature sanskrite. Comme je l'expliquais dans le cours il y a quelques années, donc l'Allemagne s'est tournée vers l'Inde, vers les racines indo-européennes indiennes, dans sa quête justement romantique des origines de l'Europe. Donc il est peu étonnant que, en allant à Berlin, Müller ait été poussé par quelqu'un comme Schelling à s'intéresser donc à la littérature sanskrite. Et donc en 1845, notre Müller se rend à Paris, où il se place sous la direction d'Eugène Burnouf, qui est alors titulaire de la chaire de langue et littérature sanskrite au Collège de France, dont je rappelais tout à l'heure qu'elle a été fondée donc en 1814. Burnouf, qui est également donc le fondateur de la Société asiatique en 1822, Société asiatique qui est encore en activité aujourd'hui. Et à Paris, c'est donc Burnouf qui encourage Müller à s'engager encore plus profondément donc, dans la littérature sanskrite et qui le pousse à se lancer dans une édition complète du Rig Veda, dont vous avez la mention ici sur la diapositive, qui sera l'œuvre de toute une vie pour Müller et qu'il publiera donc entre 1849 et 1874 aux presses universitaires d'Oxford. Parce que c'est pour se documenter en vue de ce projet absolument monumental de traduction, de présentation, d'édition du Rig Veda que Müller arrive donc en Angleterre en 1846. Donc vous voyez que cet érudit allemand a vraiment fait le grand tour de toute l'Europe de l'époque. Donc il arrive en Angleterre pour consulter donc les archives de l'East India Company, puisque à cette époque, nous sommes au milieu du XIXe siècle, l'Angleterre est en train de coloniser donc l'Inde, et Müller donc arrive pour un séjour qui ne devait durer que quelques semaines. Il était là uniquement pour consulter des archives à l'East India Company, et il finit par s'installer donc pour le restant de ses jours donc en Angleterre. Et c'est à Oxford que Müller accomplit donc toute sa carrière professionnelle universitaire,
avec un épisode tout à fait intéressant donc en 1860 où il est pressenti pour la chaire de sanskrit d'Oxford, hein, et cette chaire lui échappe, elle est attribuée à quelqu'un d'autre beaucoup moins compétent que lui, hein, mais ça ce sont des choses qui arrivent tous les jours dans le monde universitaire. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette chaire lui échappe non pas par manque de compétences en la matière, mais pour des raisons que nous devrions qualifier véritablement d'idéologiques, parce que la foi luthérienne de Max Müller est jugée trop libérale par ceux qui participent au vote. Donc c'est ce cercle d'académiques britanniques donc, qui votent et qui, eux, sont beaucoup plus rigidement donc, évangélistes. Donc vous voyez que là, au sein du protestantisme, les choses sont assez complexes également. Donc en 1868, et là je terminerai aujourd'hui là-dessus, donc Müller se voit proposer une chaire de consolation en quelque sorte, la chaire de philologie comparée, dont il devient le premier titulaire, et c'est donc dans le cadre de ses activités liées à cette chaire que Max Müller donc, va travailler donc, en collaboration très étroite avec James Legge, hein, donc collaboration sur laquelle nous reviendrons la prochaine fois. Donc, encore merci de votre attention et peut-être cet après-midi à 18h sur le site Cardinal Lemoine, donc, où vous êtes tous les bienvenus pour accueillir donc, notre moine chinois en Inde. Merci.